Bonsoir à tous, merci d'être présents au Café Presse Politique, Sahaf Tolkom. Nous sommes en direct sur Radio M, ce sera le cas tous les mercredis à cette heure-ci. Je souhaite la bienvenue à nos invités, Zoubida Hasso, l'avocate, présidente de l'UCP. Bonsoir Khaled. Merci d'être avec nous. Ali Boukhleb, journaliste. On peut encore dire journaliste à liberté. Jusqu'à la semaine prochaine. Yassine Qadi, bonsoir. Bonsoir. Je tiens à dire que je remplace Mahmoud Tahar, directeur de Al-Watan, qui nous avait fait l'amitié d'accepter de venir au Café Presse Politique, mais qui est souffrant ce soir. On lui souhaite prompt rétablissement. Vous êtes juste un remplaçant ce soir. Donc merci d'être venu. On commence comme chaque semaine, c'est la tradition qui le veut, par l'image de la semaine. On commence avec vous, Ali. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Ce qui m'a marqué, c'est l'image de Jamal Ikni, qui est un des détenus d'opinion qui a été relâché la semaine dernière. Et ce qui m'a marqué, c'était la différence entre son image d'homme libre quand avant d'aller en prison et son image à sa sortie de prison. Il était complètement... il avait le visage complètement maigre, il a souffert de prison. Ça montre à quel point, tu en connais un bout, la prison broie les hommes et souvent injustement malheureusement dans ce pays. Elle broie les hommes, mais pas leurs principes, heureusement. Yassine, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Citer Zaki Hnash, la belle image de sa venue sur le plateau de Linda Abou il y a 2 jours, mais je préfère citer le verdict à Ouagadougou hier du tribunal qui a fait le procès Sankara et qui a condamné 35 ans après son assassinat Blaise Compaoré à la prison à vie, ainsi que ceux qui ont participé à ce coup d'État et à cet assassinat. Moi, j'ai trouvé quand même l'image très belle de la non-prescription de ce type de faits. Il faut que ça devienne comme ça dans le monde. Les crimes doivent belle, même venant de la part d'une justice qui n'est pas indépendante. Est-ce que c'est beaucoup plus un règlement de compte contre l'ancien président Compaoré, ou est-ce que c'est vraiment la justice qui a fait son travail? Sous un régime qui était légitime. Le procès avait commencé sous le président élu, avant le coup d'État, et il s'est poursuivi parce que l'opinion attendait et le souhaitait ce procès. Thomas Sankara est quelqu'un de très populaire. Et donc, en fait, on ne peut pas beaucoup contester, mais la symbolique est belle. Zoubida Hassoul, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? La libération des cinquantaines de détenus d'opinion, avec un souhait que les autres aussi soient libérés. Et selon le décret présidentiel, donc, il y a eu une grâce qui a concerné près de 1000 détenus, dont 77 pour des faits liés notamment au Hira. Qu'est-ce qu'on peut penser? 77, c'est la clémence. Ils ont utilisé la clémence, exactement. Ça n'existe pas dans la loi. Voilà, c'est Al-Rafa, la clémence. Est-ce que vous pensez que les détenus du Hira qui ont été libérés, on parle à l'avocate ici, ont été libérés dans le cadre de cette clémence, entre guillemets? Je pense qu'il y a beaucoup de jeux politiciens dans cette histoire-là. Moi, personnellement, connaissant un peu les dossiers des détenus d'opinion, depuis maintenant plus de 2 ans et demi qu'on les suit, ce qui est dommage, c'est que dans ces poursuites-là, on se rend compte que ce sont des poursuites purement politiques, qu'elles n'ont rien de judiciaire, même si le pouvoir est toujours dans une position de déni de cette réalité de détenus d'opinion. Mais aujourd'hui, ce qui me fait vraiment très mal, moi, en tant que juriste, en tant qu'ancien magistrat, en tant qu'avocat, c'est que la justice est très mal menée, elle reçoit des coups à chaque fois. Et parler de Ra'fa, ça n'existe pas dans le code pénal, ça n'existe pas dans la Constitution. La Constitution prévoit juste que le président de la République peut ordonner une grâce, une réduction de peine, mais la Rahma ou la Ra'fa n'existe pas. Donc voilà, on s'ingénie à inventer des processus pour camoufler un peu l'intervention de l'exécutif dans le judiciaire et qui prouve à chaque fois et encore une fois que la justice est loin d'être indépendante chez nous. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même une bonne nouvelle, la libération de ces 77 détenus d'opinion, même si les autorités nient l'existence de détenus d'opinion aujourd'hui? Il n'y a pas de système dans le monde qui reconnaît les détenus d'opinion ou les détenus politiques. C'est ainsi, mais lorsqu'on arrête quelqu'un pour ses opinions, c'est donc un détenu d'opinion. Mais effectivement, qu'on ne peut pas ne pas se réjouir de la libération de quelqu'un, c'est une aberration. Évidemment qu'on aurait souhaité que tout le monde soit libre et que même s'il y a des infractions, les gens comparaissent libres dans ce genre de situation. C'est un non-sens de garder les gens en prison. Je me suis rappelé maintenant l'image de l'épouse de Mohamed Mouloudj qui est restée la pauvre 2-3 jours pendant la prison de Kholéa parce que il y avait des rumeurs qui disaient qu'elle allait sortir pour tout le monde. D'ailleurs, il y a une sélectivité incroyable dans cette affaire. On a libéré une partie, mais pas d'autres. Il n'y a absolument pas de critères. Donc,
c'est un jeu qui démontre encore une fois que la justice n'est pas indépendante. Ils confirment eux-mêmes, parce qu'avant, ils mettaient les formes, mais là, ils ne mettent même pas les formes. Et la rumeur disait même que Mohamed Mouloudj avait signé le matin une demande de liberté provisoire, ce qui est tout à fait faux. Oui, si, la rumeur insistante disait, c'est pour ça que c'était quasiment une certitude pour sa famille et pour les collègues. Et pour beaucoup d'autres, d'ailleurs, c'est hallucinant à quel point on est arrivé à ne pas avoir, même pas mettre un peu d'humanisme, même dans ce qu'ils appellent la justice. Et je répète, je l'ai déjà dit ici, mais ce qui me frappe, ce qui me choque encore une fois, c'est cette propension qu'ont certains juges, qu'ont certains fonctionnaires de la justice à considérer les gens comme des machines et à considérer que la vie des gens, que la liberté des gens est quelque chose qui ne vaut absolument rien du tout. Ils mettent facilement les gens en prison sans aucun argument, sans aucune charge sérieuse. Et ils se permettent après de dire que nous sommes dans un pays où la justice règne. Et c'est absolument hallucinant. Un mot, Hassan, sur ces 77 libérations, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Ça a donné lieu à la démission de M. Tebbi, le ministre de la Justice, qui a protesté contre ces procédures. Absolument. C'est un mauvais gag, c'est pour dire que, bon, voilà... Moi, personnellement, je n'arrive plus C'est un ami de Mme Asso. Donc il avait fait une bonne entrée. Il avait promis, il avait dit qu'il ne faut pas abuser de la détention provisoire. Il avait répété 2 ou 3 fois à ses débuts. Et puis bon, ça s'est accéléré, la détention provisoire. Et puis bon, voilà, maintenant, on a l'impression qu'il n'y a même plus de ministère de la Justice, pas de conseil de la magistrature. C'est triste. Moi, en 2 mots, les détentions avaient un sens politique. Celle de l'étendard Amazir avec Gaët Saleh, celle de l'automne des élections pour empêcher l'opposition de travailler sur voire même peut-être éventuellement de présenter un candidat, on n'en sait rien, mais il y a eu un rouleau compresseur en septembre-octobre d'arrestation. Il y avait un sens politique. À chaque vague, les dernières, celle de 2021, ça fait une année. On aurait pu citer une autre image de la semaine, la libération de Marnine, le président de l'association SOS disparu, qui a épuisé SOS Bablouad, qui a épuisé une année. C'est l'année du démarrage d'un nouveau cycle de répression contre le Hirak. Ça avait toujours un sens. Les libérations, ça avait un sens politique et on pouvait en faire quelque chose du côté du pouvoir. Les libérations, on n'arrive jamais à en faire une séquence politique parce qu'elles sont parcellaires, les poursuites sont maintenues. Il y a toujours des détenus et derrière, il y a toujours un nouveau cycle d'arrestation. L'opposition, le Hirak, tel qu'il continue de se configurer dans le pays, n'arrive pas à faire une nouvelle séquence avec les libérations. Brahim Lalami ne va pas impacter, imprimer le Borj et ainsi de suite pour ceux qui ont été libérés. Et donc voilà, je pense que la séquence va continuer comme ça. On va libérer des petits lots pour éviter que ça devienne un événement politique. Il faut rappeler que parmi les détenus qui n'ont pas été libérés figure un journaliste, Merzoug Touati, qui a été donc condamné à 2 ans de prison ferme et qui est, selon sa famille, qui lui a rendu visite aujourd'hui à la prison de L'Rouat, qui est en grève de la faim. Merzoug Touati, donc journaliste en grève de la faim. Qui va très très mal apparemment et qui n'arrive même pas à se mettre debout. Oui. Exactement. Il y a un acharnement. Et on ne peut pas avoir d'infos parce qu'il est loin et parce qu'il ne reçoit pas beaucoup de visites d'avocats à la droite. Bien sûr, l'actualité de cette semaine, c'est aussi votre convocation, Zobeda Assoul, en tant que présidente de parti hier, 5 avril 2022, au commissariat central d'Alger. Vous avez été convoqué en tant que chef de parti. Votre parti a fait un communiqué aujourd'hui pour donner un peu les détails de cette convocation. Cette dérive sans précédent dans l'histoire du pluralisme politique qui s'ajoute aux autres atteintes à l'action politique nous renseigne sur l'état des libertés dans notre pays, avoir rencontré des diplomates accrédités dans notre pays. Comment expliquez-vous cette convocation qui n'est pas la première qui vous concerne, Zobeda Assoul? Non, c'est la première fois que je suis convoquée comme ça par la sûreté de la wilaya d'Alger. Et en arrivant là-bas, honnêtement, d'abord j'étais surprise parce que je ne voyais pas pourquoi la police me convoquerait. Hier, donc le matin, j'ai reçu la police chez moi donc pour me notifier une convocation en bonne et due forme. Et donc, j'ai reçu cette convocation qui me demandait de me présenter dans les plus brefs délais à la sûreté de la wilaya d'Alger, ce que j'ai fait l'après-midi. Et en arrivant là-bas, je me suis rendu compte que finalement, c'était le service des renseignements généraux qui m'avait convoqué. Donc, bien sûr que je suis surprise et même un peu choquée parce que
ça ne me semblait pas encore quelque chose de faisable de convoquer un chef de parti par la police. Je ne savais pas quel était l'objet, mais en arrivant, j'ai compris que c'était autour des activités partisanes du parti que je préside, donc l'UCP. Et donc voilà, c'est exactement une dérive de plus contre l'activité politique. Ça veut dire qu'un chef de parti n'aurait pas aujourd'hui légalement le droit de rencontrer, comme vous l'avez dit dans votre communiqué, des diplomates accrédités en Algérie? Ah, pas du tout, ça c'est peut-être la vision de certains cercles dans le pouvoir. C'est peut-être la vision aussi des services de sécurité qui veulent en fait tout contrôler et finalement ils ne peuvent pas tout contrôler malheureusement parce qu'un pays ne se gère pas de cette façon. Donc non, les rencontres, recevoir des diplomates accrédités, d'abord ce sont des diplomates accrédités du monde dans le pays et deuxièmement les activités régulières des partis politiques. Tous les partis politiques en Algérie, ailleurs, dans tous les pays du monde, reçoivent des diplomates ou voient des diplomates à des occasions ou, pour échanger. C'est une activité tout à fait régulière et tout à fait légale, on va dire ça comme ça. Maintenant, chez nous, bien sûr, les derniers temps, on remarque que un peu les services de sécurité veulent se mêler de tout et absolument tout. Donc c'est ça et c'est quelque chose qui, à mon sens, est pour tous les partis politiques inacceptable. Ali Bourlef, les services de sécurité qui se mêlent de tout et qui veulent se mêler de tout, y compris d'activités d'un parti politique. Est-ce que ça pourrait arriver avec un autre parti, par exemple, comme le RND ou le FLN ou Jil Jadid, puisque M. Sofiane Djelali a rencontré un ambassadeur accrédité à Alger, en l'occurrence l'ambassadeur de Russie? Cette histoire des ambassadeurs que reçoivent les partis politiques n'est pas nouvelle. Vous vous souvenez qu'il y a une année de ça, je pense, ou un peu plus, des partis politiques ont été inquiétés par rapport à cela, notamment pour avoir reçu et accueilli l'ambassadeur de France à l'époque. C'était, je pense, à l'occasion d'élections ou quelque chose du genre. Et l'ambassadeur de France de l'époque avait même été obligé d'informer les services des affaires étrangères, je crois, si me souvenir sur moi, j'avais écrit un papier sur ça, avant de rencontrer les chefs de partis politiques, et spécialement l'UCP, le RCD à l'époque, et le FFS, parce que ça, voilà, c'était, ils voulaient les inciter, voilà, ils ont participé à inciter, voilà, les autorités leur ont demandé d'inciter les partis politiques à participer aux législatives, c'est-à-dire que s'ils devaient recevoir les ambassadeurs, ils devaient rencontrer les partis, c'est pour faire d'influence sur le jeu de pouvoir, et dans le cas contraire, ils ne devraient pas les rencontrer parce qu'ils ont peur. Il s'agissait de François Bouguette en ce moment. Alors que ça a toujours été une des activités normales des ambassadeurs, comme ils se déplacent aussi à l'intérieur du pays, ils rencontrent des journalistes, ils rencontrent des partis politiques. Ça fait partie de la vie aussi d'un ambassadeur, de l'activité d'un ambassadeur dans un pays. On a vu aussi que les présidents font des comptes rendus détaillés à des diplomates à un autre niveau. Un ministre. Oui, à des diplomates. Anthony Blinken, c'est un diplomate. Voilà, donc après il y a des voies après pour ça. Et puis la police, qu'est-ce qu'elle a à faire là-dedans? C'est ça la question réellement qui se pose. C'est, une fois, j'ai reçu, bon, c'est pas un ambassadeur, mais une chaîne étrangère à Liberté. Ben, il y a un flic, un policier qui arrive, il me dit bon, vous êtes algérien, je ne parle pas avec vous, mais qu'est-ce qu'ils font ici? C'est des questions incroyables de gens, mais je lui dis qu'il est en train de parler avec moi. Mais c'est moi qui lui parle, je suis devant vous, vous me filmez là. Mais c'est des comportements qu'on ne comprend pas. Après, bon, c'est vrai qu'ils sont plus ou moins courtois par rapport aux années précédentes, mais ça reste toujours que ça pose problème à partir du moment où on interdit un parti politique, c'est le cas par exemple pour le RCD la dernière fois, de faire de l'activité politique. Et ça rappelle les années 70 ou 80 lorsque on reprochait aux gens de faire de l'activité politique. Voilà. C'était ça. Au parti politique, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a toujours la politique de 2 poids, 2 mesures. Les partis du pouvoir reçoivent tous les diplomates, ils vont chez eux. Y compris les Européens. Et ça ne pose aucun problème, y compris l'ambassadeur de France ou d'autres pays européens. Ça ne pose pas de problème. Je ne sais pas, quand c'est l'opposition, ça semble poser un problème. Cette problématique toujours des diplomates et des partis politiques et de l'intervention des services de sécurité, est-ce que vous considérez, comme le dit Zoubida Assoul, que c'est une dérive sans précédent? Moi, je pense que, en fait, ce n'est pas propre au régime algérien, mais tous les régimes autoritaires en voie de durcissement, parce que c'est le cas chez nous,
finissent par s'auto-intoxiquer. C'est-à-dire qu'ils vont finir par penser qu'en fait, leur opinion ne leur est pas hostile, que c'est juste les étrangers qui veulent leur faire des problèmes. Et que donc ils veulent couper le lien avec l'étranger parce qu'il n'y a que l'étranger qui pourrait avoir cette tuepritude de vouloir remettre en cause le pouvoir légitime. Il ne faut jamais oublier l'Algérie, quand même une citadelle assiégée, entre guillemets, dans la tête de ceux qui la gouvernent. Il y a toutes les frontières qui sont fermées, le ciel qui n'a pas été réellement réouvert, le visa algérien est le visa le plus difficile à obtenir, l'un des plus difficiles à obtenir dans le monde. On n'est pas loin d'être la Corée du Nord de cette partie du monde, dans le Global South. Et enfin, c'est un peu miraculeux parce que il y a quelques îlots qui continuent et il y en a quelques-uns qui vont disparaître malheureusement bientôt, qui continuent à essayer de porter le point de vue contradictoire. Mais accepter l'idée que la contestation vienne de l'intérieur et qu'on n'a pas besoin d'interférence avec l'étranger pour ne pas vouloir d'un 5e mandat, pour ne pas vouloir d'un président que l'armée a amené, pour vouloir d'une vraie constitution libre qui garantisse les droits des Algériens, accepter que cette idée vienne de manière spontanée des Algériens, c'est quelque chose de difficile, de même que le colonialisme français a toujours pensé que c'était Nasser qui voulait du mal aux Français, que ce n'était pas les Algériens qui voulaient se libérer, que le FLN et la révolution, c'était une invention égyptienne. Donc je ne m'étonne pas que dans ces dernières implications, cette pensée, cette auto-intoxication débouche sur le fait qu'on essaie de savoir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait, au niveau de l'activité des partis. On est allé bien au-delà. L'UCP est menacé d'être dissous, le PST a été suspendu. On est très au-delà de cela. Il faut peut-être rappeler quand même que la criminalisation de l'activité politique a été bien au-delà. Les atteintes sont plurielles et sont énormes, et celle-là, elle se rajoute, c'est une nouvelle forme. En fait, c'est une nouvelle dérive. C'est pas la première fois. Non, moi j'ai envie juste de dire, si vous permettez, c'est de dire justement le pouvoir essaye d'avoir cette suspicion systématique chez les Algériens et notamment chez l'opposition, alors que par une pratique pareille, convoquer un chef de parti pour lui demander vraiment des comptes sur ses activités partisanes, qu'elles soient avec des diplomates ou autres, ou avec même la société, comme ce qui s'est passé avec le RCD, quand on s'est réunis pour le Front contre la répression. Donc, quand il fait de tels comportements, c'est ça qui porte atteinte enfin à l'Algérie vis-à-vis de l'opinion internationale, vis-à-vis des organisations onusiennes, vis-à-vis des organisations des droits de l'homme. C'est ça, en fait, qui porte un sacré coup à l'image de l'Algérie et qui est contre-productif pour le pouvoir lui-même. C'est pas nous, c'est pas parce que nous, quand on rencontre des diplomates, nous sommes quand même des politiques responsables. On sait très bien, on n'a pas besoin d'un tutorat ou de quelqu'un qui doit ici être comme l'épée de Damoclès, de nous montrer qu'est-ce que nous devons dire et ce qu'on ne doit pas dire. Mais aujourd'hui, faire un tel comportement et qui est médiatisé, forcément contre même notre volonté, aujourd'hui, c'est ça qui porte justement atteinte à l'image de l'Algérie qui se prétend un État démocratique, un État qui garantit des libertés à ses concitoyens. Est-ce que vous considérez que cette convocation d'hier va aggraver un peu la situation du parti vis-à-vis des autorités ? Vous savez que nous, la preuve, moi, respectueuse de la loi et des institutions, j'ai reçu une convocation, je me suis rendue. Je suis partie devant la centrale à Alger, je me suis présentée parce que je respecte les institutions et je respecte la loi. J'ai reçu une convocation, il fallait que je sache pourquoi on m'a convoquée et de quoi ça relève. Maintenant, est-ce que ça aggrave ? Nous, ça ne diminue en rien de notre détermination pour la lutte de, franchement, la concrétisation d'un état de droit, des libertés, toutes les libertés pour nos concitoyens. Ça, c'est une lutte, ça, c'est un combat de l'UCP depuis son existence. Maintenant, ça fait 10 ans qu'on est sur la scène politique, on n'a pas arrêté de lutter pour ça, pour la liberté de tous les Algériens et pour les droits fondamentaux, notamment les droits de la liberté de la presse, la liberté d'opinion, la liberté de la pratique politique, mais aussi la liberté associative et la liberté de réunion. Ça, ce sont des droits qui sont consacrés par la Constitution et ce n'est pas une convocation qui va franchement nous gêner ou alors
nous intimider dans notre activité partisane. D'ailleurs, on se souvient du Forum Liberté qui, il y a quelques années, était le seul quasiment espace qui recevait les chefs de parti, Oui. même, J'ai été reçue, moi, même de avec l'opposition. CLE, d'ailleurs. Bon, le forum n'existe plus et malheureusement le journal aussi dans quelques temps. Bon, les débats sont, Ouais. quasiment impossibles maintenant. Malheureusement, on est dans une Inexistant. situation. D'ailleurs, je me débats rappelle, contradictoires. et je rends hommage ici, c'était l'occasion où nous avions commencé à arrêter le forum. C'était lorsque j'avais reçu Alain Diri. J'espère qu'il va retrouver la liberté, même si c'est Après très qu'il soit compliqué. passé à deuxième. Non, c'était la première intervention publique, c'était un forum de liberté. En public, mais radio, il était déjà passé à radio. Et là, bon, c'est vrai qu'il y avait du monde, c'était sa première sortie publique devant des journalistes. Et les renseignements généraux sont montés directement chez le directeur de l'hôtel Sofitel pour lui demander de ne plus nous accueillir. Ils ont demandé une autorisation, comme ils le demanderaient pour un parti politique, alors que c'était un accord entre une entreprise et un hôtel. Et Privé. puis on En le plus, faisait hôtel privé. au journal jusqu'à ce que, pour des considérations diverses, ça s'est arrêté, ça s'arrêtera jamais d'ailleurs, malheureusement. Il avait trouvé la transition, pas avec Liberté, tu lui as fait perdre le fil. Oui, c'était la transition du Forum Tout à fait, Liberté je qui s'est arrêtée donc en 2019 pendant cette campagne de l'élection présidentielle. Oui, oui. Il était animé par Ahmed Lahri et vous recevrez. Non, c'est moi qui l'ai animé à l'époque. Le à la dernier fin. animé, c'était moi. Ah, oui, ouais. oui. Après Ahmed Lahri, c'était vous. Et donc ça nous amène évidemment à l'autre actualité de la semaine, mauvaise aussi. C'est celle de la disparition programmée du journal Liberté. Après quelques jours d'espoir, visiblement la mort est actée pour le journal. Une assemblée générale a pris cette décision. Vous avez parlé de clap de fin. Hassan Ouali a parlé de la liberté d'espérer. Et votre directeur, Abdou Soudoudet, parle d'infanticide. C'est vraiment le père qui tue son enfant lorsqu'on parle aujourd'hui d'infanticide? Beaucoup de gens l'ont perçu comme ça, puisque En tous les cas, c'est l'enfant qui meurt. il n'échappe à personne que Issa Drbrab a été un acteur majeur dans la création de Liberté avec deux journalistes et un technicien, donc Monsieur Fatani, ouais. Hassan Ouadjili et Ali Wafaq, Voilà. qui se sont même succédés à la tête du journal pendant des années. Aujourd'hui, il décide de le tuer parce qu'il décide de se retirer de la vie publique ou de la vie économique. Il n'a pas donné la chance à cet enfant de survivre, alors que le journal va fêter ses 30 ans dans quelques mois, donc au mois de juin. Dans 2 mois, oui. Et c'est dommage parce qu'il y avait encore de la ressource. Il y a encore de la ressource. C'est vrai qu'il y a un grand débat autour de la survie de la presse papier dans le monde, mais nous avons vu qu'il y a des exemples dans le monde où ça peut donner le monde vient de renaître de ses cendres. Il fait même des performances qu'il n'a jamais faites quand il était uniquement papier. The New York Times, Libération aussi encore en France. Donc s'il y a des possibilités de transformer aussi le journal et de s'adapter aux nouvelles technologies, le journal venait de créer une plateforme numérique nouvelle. Mais voilà, ça tombe comme un coup près. Il a décidé de mettre fin à l'aventure et de ne même pas donner la chance au journal de survivre. Il est vrai que beaucoup connaissent ces relations tumultueuses avec les autorités, tout le monde le sait. Et nous étions, honnêtement, c'est un témoignage que je fais, j'aime pas trop parler de moi, mais souvent on était dans une lutte permanente entre le marteau du pouvoir et l'enclume de M. Orbra, parce qu'à chaque fois que nous faisions quelque chose, un article qui ne plaît pas au pouvoir, il pense toujours que c'est Orbra qui l'a fait. Et lui et son entourage, et vice-versa, non, il pense toujours que à chaque fois qu'il y a des problèmes autour de ces projets, ils pensent toujours que c'est la ligne de Liberté qui pose problème. Certains lecteurs et certains amis parlent aussi de la ligne éditoriale, mais les gens doivent savoir la réalité. C'est qu'aujourd'hui, même l'information n'est pratiquement plus permise, puisque le pouvoir est dans une situation de dérive paranoïaque grave. Il faut préciser que le journal a subi des attaques du président de la République, du ministre de la Communication. Quasiment Voilà. tous les responsables. Et le président de la République, j'étais présent dans la salle, j'étais choqué. Vous étiez dans la salle? J'étais dans la salle où il a mis un doigt sur une haine que nous venions de faire sur les pénuries des produits alimentaires. À qui profitent les pénuries? Ah voilà, et pourtant c'était un compte-rendu d'une enquête demandée par le Sénat. Et comme il y avait une image qui montrait des étalages vides, ça les a effrayés. Récemment encore, le ministre de la Communication n'a pas aimé la une nous avions faite sur le recul du gouvernement sur les taxes. Les taxes, En réalité,
c'est le gouvernement qui a fait les taxes. C'est un fait. Et là, c'est un fait, c'est même pas un commentaire. Et C'est ça les a factuel, choqués. ça. Il y a beaucoup de titres comme ça. De bonnes personnes, plusieurs fois, dans plusieurs interventions à la fin de l'année dernière, les gens ne se sont pas rendus compte, mais il a fait au moins 2-3 attaques comme ça contre nous et l'Ouatan, en parlant et en disant qu'il n'y a que 2 journaux qui continuent de dire que la situation économique n'est pas bonne, que les chiffres ne sont pas bons. Ils se ramènent avec des experts qui nous disent que la situation n'est pas bonne. Il l'a dit 2 à 3 fois. Donc il y a ce climat-là. Je ne dis pas que les autorités ont ordonné la fermeture. Je n'ai pas de preuves, je n'ai pas d'informations, mais il faut dire que cela a pesé au moins sur le fonctionnement du journal, à tel point qu'à un certain moment, on ne savait même pas quoi faire, qu'est-ce qui devait être fait, qu'est-ce qui ne devait pas être fait. Et récemment, tout le monde a suivi l'affaire de Sonatrach, où un journaliste est sous contrôle judiciaire parce qu'il a fait une interview au PDG de Sonatrach. C'est absolument hallucinant. Et c'est dans ce climat-là que M. Arbrab a décidé de dissoudre la société éditrice de Liberté et de ne plus céder, de ne pas céder le titre à quelqu'un d'autre parce que le titre lui appartient et l'entreprise et l'on est majoritaire à 99%. Et j'ai donné le titre de 3 articles. Le vôtre était un peu plus explicite. Vous parlez de la petite mort d'un grand industriel aujourd'hui sur Radio M, même si vous avez aussi beaucoup justifié cette décision de Issa Arbrab. Vous avez rappelé les démêlés qu'il a eu depuis 2019, son emprisonnement, son bras de fer avec Gaïd Salah. Ce qui est pour vous, cette fin aujourd'hui de liberté, aller dans cette continuité des soucis de M. Arbrab depuis 2019. Bon, il a eu plein de soucis avant, on est d'accord, mais on parle de la case prison de 2019. C'est-à-dire, en fait, moi, quand je regarde Issa Arbrab, je me dis quelle est la raison de considérer positivement ce personnage. Il y en a quelques-unes. Il a créé un empire, il a créé des milliers d'emplois. C'est un grand contribuable de l'État, le premier du secteur privé. Et de ce point de vue-là, déjà, il y a des raisons de considérer que c'est un personnage positif, constructif pour l'histoire du pays. Ensuite, si je dois remettre ma casquette d'ancien trotskiste, je regarde, c'est quand même quelqu'un qui est dans la motivation et le profit. Il aime l'Algérie, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est un patriote, mais sa première motivation, c'est le profit, même si c'est quelqu'un qui vit de manière très spartiate. Il n'est pas, on sait comment il voyage, et il n'a jamais affiché des goûts de luxe, et ça le rend peut-être encore plus proche de ses équipes. D'ailleurs, il y a une partie des salariés du groupe qui ont une vraie vénération pour Issa Arbrab. Mais quand on met tout ça au bout, moi je connais un peu l'histoire du groupe, des petitesses, des étroitesses. C'est pas un grand patron philanthrope. Il n'a pas fait une fondation. Il n'a pas tellement aidé au-delà du périmètre de business qui est le sien. C'est un patron qui est contre le syndicat. Moi, je ne peux pas l'admettre. Je suis pour les libertés syndicales. On a rapporté ce qui s'est passé à chaque fois qu'il y a eu des conflits dans le groupe à Bjaïa. Le dernier conflit, c'est celui de Numilog. Le propriétaire a été extrêmement dur avec les syndicalistes de Numilog. Et donc, au bout du bout, j'ai toujours gardé quand même une forme de respect pour Issa Arbrab. Et en commençant cet article, je me suis dit, à quoi c'est dû tout cela? En fait, c'est dû au supplément d'âme qu'est liberté. C'est le fait qu'il ait fait le choix d'investir et de défendre une partie de sa vision du monde, de ses libertés, de sa vision du monde, de sa conception dans liberté, et d'avoir protégé un espace où on pouvait faire des choses qu'on ne pouvait pas faire ailleurs. Bien payer Ali Dilin pour qu'il fasse sa caricature complètement dithyrambique à la dernière page, je pense que ça peut effacer beaucoup des péchés. De Issa Arbrab. Voilà. D'une audace que peut-être que peu de gens peuvent assumer et protéger. Je me dis que rien qu'à cause de cela, moi je suis prêt à pardonner beaucoup de choses à Issa Arbrab. Ça c'est pour expliquer un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'étais en rédigeant ce papier. Après, pour le papier, pour ne pas faire du spoiling, la trajectoire, je pense qu'elle était écrite. Je l'ai rencontré. La dernière longue conversation que j'ai eue avec Issa Arbrab autour de son groupe, c'était à l'été 2016. Il s'apprêtait à aller au Brésil pour acheter l'amont de Piombino. Et vous avez raté un voyage tout frais payé d'abord. Je connaissais déjà le Brésil. Et donc 4 ans après, il n'y a pas le Brésil, il n'y a pas Piombino, il n'y a pas le groupe Khabar, il n'y a pas Evcon. Evcon l'emmène en prison alors que c'était un projet qu'il avait enflammé encore.
c'est beaucoup pour un seul homme. C'est vraiment beaucoup pour un seul homme. Après que ça tombe sur la tête de Liberté, de nos collègues de Liberté, ça fait quand même un peu mal. Et c'est pour ça que je considère, je finis avec ça, Oui. Khaled, je considère que quand il y a un supplément d'âme et que ce supplément d'âme disparaît, quelque part c'est une forme de renoncement. Et ce premier renoncement, c'est ce que j'appelle une petite mort. Quand on commence à ne pas faire des choses auxquelles on tenait, quand on renonce, on appelle ça une petite mort. Je lui souhaite longue vie à Issa Darbarab. Je souhaite longue vie au groupe. On a besoin du groupe. On peut en parler encore. Énormément besoin du groupe, c'est vital. Mais cet épisode-là, je considère que c'est quand même une petite mort. Et c'est une occasion pour montrer cette une. Elle fait mal quand même, cette une, parce que je viens de lire le surtitre. C'est l'ultime semaine. D'ailleurs, vous êtes dans la une, Zobida Assoul, pour votre convocation hier. Donc, après 30 ans d'existence, le quotidien Liberté s'éteint. Et il y a aussi la chronique de Kamel Daoud, ce qu'on risque tous avec la disparition de Liberté. Donc, à lire également pour savoir ce qu'on risque. Qu'est-ce qu'on risque avec la disparition de Liberté, Zobida Assoul? C'est un espace de moins, de liberté de moins? Ah oui, c'est pour nous. D'ailleurs, l'UCP a fait un communiqué là-dessus, c'est-à-dire une mise à mort de Liberté, qui est quand même un espace médiatique qui a fait ses preuves d'abord, et qui est venu dans des moments très difficiles qu'a vécu le pays, quand même, les années 90 et tout ça. C'était l'arrivée du pluralisme médiatique, c'était la liberté d'expression, c'était un espace ouvert à l'opposition quand même. Liberté était avec l'Ouatan et avant les débuts d'Al-Khabar aussi, étaient les seuls organes écrits qui étaient ouverts aussi à l'opposition, à toutes les opinions qui existent dans le pays. Aujourd'hui, c'est vraiment une grosse perte et nous sommes tristes parce que finalement, au lieu d'avancer aujourd'hui, d'avoir d'autres organes médiatiques aussi performants, aussi grands, aussi importants, qui peuvent être aussi des espaces pour véhiculer la modernité du pays, et le nouveau paysage politique et médiatique du pays. Malheureusement, on est dans la régression, on est dans la division, on est dans la soustraction, un média qui s'en va. Je ne sais pas comment on peut parler de démocratie, comment on peut parler d'état de droit, comment on peut parler de liberté si un organe comme Liberté disparaît de la scène médiatique. C'est vraiment triste. Alors, vous savez, je voulais juste rajouter quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai vu des commentaires à gauche et à droite, pas déconner, c'est la presse mieux que nous, parce qu'elle était là avant nous. Bien là. Non, il y a des critiques, j'ai vu que c'est un journal d'un clan. C'est vrai que c'est un journal qui était proche d'un courant politique bien précis, mais je suis témoin que tout le monde, à l'exception des salafistes et des terroristes, tout le monde écrit dans ce journal, tout le monde est couvert dans ce journal. Et même le PST, par exemple, dont le sport favori est parfois de s'attaquer à M. Vital, oui. On le couvre régulièrement, pas tout le temps, mais on le couvre régulièrement. Et à cela, il faut ajouter les contributions, des dizaines de contributions. L'Ouatan nous dépasse un peu avec le quotidien Laurent, mais il y a tous les jours, toutes les semaines, des contributions de divers horizons sur des trucs culturels, des histoires des sujets économiques, des sujets politiques de tous bords. Et tout ça, les Algériens vont vendre. Il y a des gens qui ont pas eu de belles idées à porter. Aujourd'hui, je lisais le recteur de l'université de Batna hier, je crois, qui parlait, par exemple, de la promotion de l'arabe dialectal, qui est un projet qui date de 40 ans, l'arabe algérien. Et c'est des sujets qu'on ne trouvera malheureusement plus. Et c'est triste parce que, moi, quand je parle comme ça, ce n'est pas pour ma petite personne, parce que, heureusement, j'ai les moyens de rebondir ailleurs. Je suis triste pour ceux qui ne pourront pas le faire, mais c'est triste aussi de perdre un titre comme ça et de ne pas pouvoir disposer demain, parce que malheureusement, le seul qui reste actuellement, l'Ouatan aussi, je sais que je ne peux pas le dire publiquement parce que c'est responsables qui devront le dire. Monsieur Devenu n'était pas là. Il est en difficulté aussi. Les sites les plus sérieux, donc Vaud ici, et un peu à ça, il n'arrive plus. Donc on sera un pays complètement qui va vivre à huis clos. C'est triste, c'est dommage, parce qu'on ne peut pas parler d'un pays comme ça qui n'a pas de presse, où la presse ne parle que d'une seule voix, et j'ai l'impression qu'à un certain moment, les autorités, c'est ce qu'elles voulaient, même si, je insiste encore ici, dans cette affaire de liberté, le premier responsable,
c'est Saad Rabab, c'est pas le pouvoir directement, même si des pressions ont toujours existé. On peut dire aussi que c'est une perte pour les citoyens que nous sommes. Quand je me rappelle de l'affaire de Rabih Karesh, qui a parlé de son fameux article, la Tamen 7, du Sud et du dernier découpage administratif, et des problématiques que ça posait dans la région, parce que les habitants, parce que les Touaregs n'ont pas été consultés, c'est quand même un espace citoyen dont on prive les Algériens. Un autre parti qui a réagi aussi, comme l'UCP, c'est le PT, qui avait dit que Liberté appartenait aussi à ses lecteurs. Ihsan, il y a eu un post Facebook qui a attiré mon attention, écrit par Mourad Kebir. Rabrab se défait de l'unique richesse qu'il aura réellement créée. Oui, ça, est-ce que vous êtes d'accord? C'est pas mal. On peut le voir aussi comme ça rejoint un petit peu ce que je disais. Bon, c'est pas l'unique richesse, c'est quelqu'un qui rachète des marques en France, c'est une fierté pour nous, Brandt ou Oxo, qui essaie d'amener en Algérie la filière de la chaîne de valeur, etc. Non, il y avait un vrai projet. Il y a d'autres sources de fierté, mais en fait, je pense qu'il faut. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec l'unique responsable sur la dernière séquence. Oui, non, je parle de la fermeture. Parce que si on revient un peu en amont, c'est quand même un système complètement aveugle. C'est un système qui a du temps de Bouteflika, que l'équipe Bouteflika ait fait la guerre à Saad Rabab qui refusait d'entrer dans le rang parce qu'il considérait qu'il avait un modèle économique autonome. C'est-à-dire lui, il n'a pas besoin des marchés publics. Donc, ce n'est pas Ali Haddad, ce n'est pas les frères Kouninef. Donc lui, il est dans un autre modèle économique qui lui permet d'avoir une relative autonomie. Donc ça peut créer une forme de capitalisme national vertueux. On l'a empêché de se développer. Saïd Bouteflika avait son équipe avec laquelle il a travaillé, l'aliénage. Mais ce président, M. Tebboune, avec qui il va travailler? Avec qui il va construire sa feuille de route? Il y a une grande partie des chefs d'entreprise qui, pour une partie, souvent à tort, sont en prison. Il y en a qui auraient pu régler, je pense à Benamo, je pense à Condor, je pense qu'il y a des entreprises qui n'étaient pas tout à fait collées au système de Saïd. Et qui surtout sont dans la production. Voilà, il y a des entreprises qui étaient à l'extérieur complètement, qui ont été menacées. J'en connais quelques-unes, je ne vais pas les citer toutes. On ne les a jamais remis en confiance pour travailler. Et donc le groupe Rabrab, dont tout le monde savait qu'il n'était pas dans la SABA de Bouteflika, aurait pu être la locomotive du plan, de la feuille de route, de relance, etc. Et qu'est-ce que fait Rabrab? Qu'est-ce que fait Abdelmadjid Tebboune? Il déclare la guerre aussi à Civitel, comme s'il avait les moyens aussi de se passer de ce vecteur dans la diffusion de la confiance pour que d'abord les investisseurs algériens reviennent. Parce que derrière Liberté, derrière la fermeture de Liberté, qui est spectaculaire, médiatique, parce qu'il s'agit d'un média, parce que nous en parlons aujourd'hui, il y a des dizaines d'entreprises, de chefs d'entreprise qui ont renoncé à leur business et qui sont partis vivre ailleurs ou qui ont redifféré leurs investissements parce qu'ils ne sont pas sécurisés, parce qu'ils considèrent que ce n'est pas faisable en Algérie. C'est en fait d'abord l'échec des 2 années et demie, du mi-mandat de Abdelmadjid Tebboune. C'est une orientation complètement contre-productive pour lui. Il avait besoin d'une locomotive. Ce n'est pas les start-up de ce jeune ministre des start-up de 26 ans dont il a parlé avec Anthony Blinken, qui vont lui créer de la nouvelle richesse. Bien sûr qu'il faut les développer. Elles vont servir plus tard. Mais elles ont besoin de grands groupes qui sont des donneurs d'ordre et qui les tirent vers l'avant. Et toute cette vision-là n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans le scénario, on est dans le scénario où on a peur plus tard qu'une autre équipe vienne dire à Abdelmadjid Tebboune, tu as travaillé avec tel chef d'entreprise, etc. La confiance n'est pas là. Ali Bourghnef, que peut-on prévoir aujourd'hui, maintenant, pour les journalistes? Ça fait combien d'années que vous êtes à Liberté, Ali Bourghnef? Moi, ça fait pas longtemps, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, mais qu'est-ce qu'on peut maintenant s'attendre pour tous les journalistes, pour un groupe qui a déjà connu des plans sociaux, il faut le rappeler? Oui, il y a eu beaucoup de groupes, il y a eu beaucoup de départs volontaires, il y a eu beaucoup de compression d'effectifs. Mais là, il y a des discussions qui sont en cours. Il y a un plan social comme le prévoit la loi, et puis probablement un peu plus. Mais là, je préfère ne pas en parler parce qu'il y a une équipe qui est en train de représenter le personnel. Je ne vais pas leur prendre cette responsabilité-là. Mais j'insiste encore une fois pour dire que, contrairement à ce que pensaient les gens, ce n'est pas le Rabrab qui gère Liberté. C'est une équipe de journalistes. Il y avait toujours un directeur de la rédaction. J'imagine que pour ces affaires, voilà, il pouvait éventuellement de temps en temps, mais je peux le dire pour l'histoire et la postérité que c'est les journalistes qui faisaient ce journal.
avec ses hauts et ses bas. Il nous arrivait probablement de faire des erreurs, et c'est humain, et c'est le système algérien aussi qui le veut, mais je peux le dire aujourd'hui que c'est nous qui faisions ce journal, et c'est des articles, et ce sont des... j'ai fait la rédaction de L'Ouatan avant, et Liberté après, j'avais fait d'autres rédactions moins libres avant. Je peux vous dire qu'il y avait une montagne de différence entre les deux, c'est énorme. On baignait pratiquement dans une quasi-liberté, même si ces dernières années, c'est très compliqué depuis 2019. Parce que les gens pensaient qu'avec le Hirak, la liberté allait venir, mais les pressions ont commencé avec Gaïd Salah. On nous appelait même pour des petits articles, rien du tout, et ça s'est accéléré par la suite. Mais ce sont des espaces de liberté qui, malheureusement, vont manquer à l'Algérie, vont manquer au métier, vont manquer aussi... Oui, sur cela. Moi, je pense que le tournant pour M. Arbrab, c'est son emprisonnement. Il faut le dire. Ça a été un tournant pour lui, à son âge, vu quand même son aura à l'étranger. C'est quelqu'un qui était connu, qui avait pris des entreprises importantes à l'international. Donc ça a été un tournant, le fait qu'il se retrouve en prison à son âge et à la tête de ce groupe. Et la deuxième des choses, c'est que moi, je n'arrive pas à comprendre cette démarche du pouvoir, parce que comment peut-on envoyer des signaux à l'étranger, à des investisseurs étrangers, aux IDE, quand on voit que des Algériens qui réussissent, qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, se retrouvent en prison, mais aussi se retrouvent tout le temps harcelés par le système et casser des groupes comme ça, au lieu de multiplier. On a besoin de centaines de champions comme Arbrab en Algérie pour développer le pays. Tout est à refaire en Algérie, tout est à faire. Et donc, je ne comprends pas personnellement comment peut-on, disons, prétendre qu'on peut développer le pays quand on casse un groupe comme Cévital ou comme Arbrab ou comme autres, hein, même les autres qui ont été cassés. Il y a cette volonté de ce pouvoir qui a une vision très court-termiste. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez, et pour moi, ce n'est pas la meilleure manière de gérer le pays, de gérer les affaires du pays, surtout dans un tournant actuellement avec ce qui se passe. Nous sommes à la veille d'une guerre mondiale, d'une troisième guerre mondiale, et aujourd'hui, on a besoin d'être indépendant, au moins sur le plan alimentaire, et comment peut-on se permettre un tel gâchis? D'ailleurs, le président n'a pas hésité à même attaquer Saad Arbrab lors de plusieurs interviews. Vous parlez des achats en Italie. Lors d'une interview, il avait dit qu'il y a des hommes d'affaires qui achètent à l'étranger et qui n'investissent pas ici. C'est une attaque directe, sans le nommer, contre Saad Arbrab. Rapidement, avant de passer... je voulais donner, puisque Ali a évoqué les difficultés de nos médias, qui sont bien réelles. Il ne faudrait pas que les gens pensent que nous évoluons dans un contexte insulaire différent du reste. Nous aussi, on a subi la pression sur nos actionnaires. À la différence de la SARL qui édite Liberté, on a un aéropage d'actionnaires qui sont des grands chefs d'entreprise en Algérie. Il y en a un qu'on a mis en prison, Nabil Mellah, on l'a mis en prison, largement à cause de sa présence dans l'actionnariat. C'est le troisième actionnaire par ordre d'importance dans notre société par action. Mais d'autres ont subi des pressions à telle enseigne qu'on n'a plus pu faire d'augmentation du capital depuis 4 ans. Et il y aura une AGEX bientôt qui va décider du sort de l'éditeur, de la boîte qui édite Radio M et de Maghreb Imagine. C'est pas sûr qu'elle ne dépose pas le bilan. La différence étant que les actionnaires réfléchissent à une solution pour céder les marques au collectif, aux salariés, ce que n'a pas pu obtenir Liberté. Donc nous sommes très proches de ce scénario-là. Il va peut-être pas être dramatique. On espère pouvoir encore décider les actionnaires à renflouer, à faire une augmentation de capital, mais ça fait 4 ans, et ça fait 4 ans qu'on attend et ça n'est pas arrivé. Ce qui vient d'arriver avec Liberté risque de ne pas les encourager à le faire, je pense. Hein. Et donc, nous sommes un peu dans la même problématique. L'autre différence, c'est que nous avons un modèle économique, nous, qui est dual. Les gens ne le savent pas. Bon, Doubab, il parle toujours de financement extérieur, etc. Nous avons développé depuis 12 ans une filière, service aux entreprises, une boîte de communication et de RP qui nous permet de tenir un petit peu sur les déficits, mais ça ne suffit pas parce que nous avons une dette fiscale importante et c'est à cause de cette dette fiscale que nous risquons de fermer boutique.
Et tout hommage et solidarité, bien sûr, à tout le collectif de liberté, les anciens journalistes, les anciens, les martyrs de liberté, parce qu'il y a aussi des journalistes de liberté qui ont été assassinés. Durant les années 90. Exactement, Et ceux qui sont allés en prison pour avoir écrit. Et ils sont nombreux. Vous avez parlé, Hassan, pendant qu'on parlait de liberté, d'une entrevue qui a fait beaucoup parler d'elle, celle du président de la République, avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. C'est une entrevue qui a duré longtemps. Elle a été donc totalement écrite dans le site Twitter, dans le compte Twitter du département d'État, mais ce qui a interpellé, c'est l'enregistrement, 3 jours plus tard, qui est sorti dans les réseaux sociaux et qui a un peu surpris beaucoup de gens sur les tenues qui ont été tenues, sur l'économie, sur les voisins, sur Israël. Est-ce que ça vous a surpris ou est-ce que c'est une entrevue tout à fait normale? Non, pour moi, elle n'est pas normale, à plus d'un titre. D'abord, il y a un principe en diplomatie, en relations internationales, c'est le parallélisme des formes. Un chef d'État reçoit un chef d'État, à la limite un Premier ministre. Il peut recevoir un ministre à l'étranger. Il peut le recevoir, mais je ne dis pas qu'il ne peut pas, mais le recevoir de cette façon... mais c'est l'américain aussi. Le secrétaire américain, protocolairement, pour les pays du Sud, Madame Assoud, pour les pays du Sud, dans d'autres pays, il est reçu... Non. Dans d'autres pays, ça, c'est une perversion diplomatique, mais ce n'est pas vrai. Un secrétaire d'État, c'est un MAE, c'est un ministre des Affaires étrangères, point barre, qu'il soit du premier gendarme du monde ou d'un autre pays, c'est la même chose. Maintenant, si l'Algérie veut donner cette aura aux Américains... À l'aéroport, il n'a pas été reçu par son homologue. Ben voilà, donc il y a plein de contradictions. Remarqué, d'abord, il y a plein de contradictions dans le comportement du début jusqu'à la fin. Mais moi, ce qui m'a un peu, disons, froissée en tant qu'Algérienne, je ne comprends pas comment le chef de l'État algérien puisse rendre compte à un ministre des Affaires étrangères de cette façon, des affaires intérieures, alors que nous savons, quand un ministre des Affaires étrangères vient, il communique au pays hôte les points sur lesquels il est venu discuter avec ce pays. Il ne vient pas pour bavarder. Il a un agenda. Coopération. Il a un agenda précis, ce n'est pas un problème uniquement de coopération. Voyons, on ne va pas se voiler la face. Blinken ne vient pas en Algérie alors qu'il y a une guerre carrément de l'Occident contre la Russie. Il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il y a un positionnement que les Américains essayent d'avoir. C'est quand même de la géopolitique, de la géostratégie, ce n'est pas de la rigolade. Deuxièmement, il y a le problème énergétique quand même. Donc, il vient pour une question d'énergie, mais aussi le conflit dans la région, les conflits dans la région qui nous intéressent directement. Donc, il vient pour des points précis. Je ne comprends pas, moi, personnellement, comment un chef d'État, d'abord, rencontre un ministre des Affaires étrangères et lui fait un discours de plusieurs pages sur la politique intérieure et sur la politique régionale de notre espace maghrébin et africain, mais aussi dans le Moyen-Orient, etc. C'est pas pire que Ben Salah qui dit à Poutine « Je vous rassure que la situation est sous contrôle en Algérie ». Sous contrôle. Non, voilà. C'est exactement la même chose. Pour vous, c'est la même chose. Pour moi, c'est exactement la même chose. À la limite, Ben Salah était dans une conjoncture où il essayait d'avoir des alliés pour justifier comment faire des élections qui vont à l'encontre des demandes et des revendications du Hirak. Mais aujourd'hui, non, ce n'est pas possible que l'Algérie puisse être dans cette situation. D'ailleurs, vous avez remarqué la réaction de Blinken. Lui, il a dit 3 phrases ou 4 phrases en face d'un discours de plusieurs pages. Donc voilà, c'est juste pour moi, ce n'est pas du tout équilibré, ce n'est pas du tout normal qu'un chef d'État rende compte à un ministre des Affaires étrangères. Il aurait pu parler effectivement des positions de l'Algérie sur un certain nombre de questions importante pour nous, ça n'a pas été le cas. La question qui se pose, est-ce que le président savait qu'il était enregistré? Pour les Américains... Il avait le micro. Oui, c'est pour parler à Blinken qui était à une certaine distance. Ils étaient dans la même salle. Non, la question est de savoir est-ce que c'était enregistré. Pour les Américains, c'est tout à fait normal que ce soit enregistré parce qu'il y avait des journalistes algériens et américains. On ne sait pas qui étaient les Algériens présents. Mais est-ce que vous pensez qu'il savait qu'il était enregistré, le président? Honnêtement, je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais que pour les Américains, c'est systématique. Oui. Je sais que c'est une pratique très courante chez eux. D'ailleurs,
Vous rappelez, puisque c'est la guerre en Ukraine ces jours-ci, que la présidence américaine sous Trump avait rendu publique la conversation entre Trump et Zelensky sur l'affaire de fils de Biden, par exemple. Donc ils enregistrent tout. Ah oui, ça c'était Oui, en 2019, non. 2019, Non, oui. mais c'est une pratique très courante, mais j'imagine que chez nous, ça se passe aussi. Je sais que dans les tribunaux, par exemple, on enregistre. Donc, des enregistrements existent de part et d'autre, sauf que souvent, ils ne sont pas destinés à être rendus publics. Sauf dans des cas où il y a des soupçons sur une des personnes. Donc, je ne sais pas qui. Honnêtement, je n'ai pas trop suivi l'affaire, mais je me pose d'ailleurs la question qui a rendu public, à part les minutes qui ont été rendues publiques par le département d'État. Oui, ça c'est la grande question. Ça c'est le grand point Alors, d'interrogation. les médias algériens, rien. Non, mais pas un mot. quel média? C'est-à-dire juste la rencontre. Mais Mais on n'a pas parlé du contenu. Mais on n'a pas Voilà. de médias. On a des médias Oui, voilà, gouvernementaux. on a dit- c'est même pas- le NTV n'a pas rendu compte du contenu. Ça, c'est la présidence qui gère, donc ils ne vont pas rendre compte. Eh ben, c'est Donc, il y a ça pas le problème. À force de vouloir tout AIP, gérer, l'agence le pays a été américaine bloqué. IP a donné des informations précieuses sur notamment la position d'Algérie par rapport au gazoduc Maghreb-Europe, par exemple, en disant que l'Algérie refuse de rouvrir malgré les pressions de Blinken, ainsi de suite. Mais je pense que dans le fond, je préfère aller dans le fond, c'est que Blinken a fait en Algérie une visite beaucoup plus de courtoisie, beaucoup plus diplomatique, parce qu'il venait de faire une grande réunion à Tel Aviv avec le Marocain, l'Émirati et l'Israélien, et puis il allait au Maroc avec qui ils ont retrouvé de bonnes relations ces derniers temps, parce que c'était beaucoup plus. Donc pour ne pas fâcher l'Algérie, il était obligé de passer. Et j'observe d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais il n'a pas été reçu par un responsable important à l'aéroport, ce qui est Par son homologue. rare pour. Oui, généralement, ce qui est c'est toujours très rare, l'homologue qui se. parce que les Algériens reçoivent pratiquement tout le monde. Mais oui. là, c'est un fonctionnaire des affaires étrangères qui s'est déplacé, et c'est un grand point d'interrogation. C'est pas des leaks, hein. C'est un truc officiel. C'est pas un leak. Désolé, là on est enfin. Qu'est-ce qui vous a dérangé? Les gens nous disent qu'on est trop critique. Les gens nous disent qu'on est trop critique, qu'on n'est pas positif. Je suis désolé, quand le président de la République algérienne ne parle pas comme ça avec un ministre des Affaires étrangères, il ne parle pas comme ça, il ne fait pas un compte-rendu détaillé. Il a la tonalité. En fait, moi, je suis énervé parce qu'on a deux discours. Le discours en direction du peuple, c'est on va ratatiner le Maroc dans 3 jours. Et puis, Israël est un danger sur les frontières. Et puis, quand il y a Blinken en face, c'est un tout autre discours. Heureusement qu'il est sorti, heureusement que les Américains l'ont exfiltré. Et la tonalité, elle est importante. La tonalité, c'est une tonalité, c'est tout à fait autre chose. Et là, on sent bien la duplicité qui fait que, en fait, l'Algérie ne peut pas être un partenaire sérieux. Bon, voilà, globalement, je suis désolé. Il m'est arrivé de parler avec... À chaque fois, je pose la question. Quand il y a de grands responsables qui passent, à l'époque, on pouvait aller les rencontrer pour débriefer avec eux à Alger, des Français ou des Espagnols ou des Italiens ou des Allemands. Je pose toujours la question, qu'est-ce que les Algériens vous ont dit sur la question qui nous bloque avec le Maroc, parce que ça bloque la construction du Maghreb. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé sur le Sahara occidental? Je trouve que le profil de la position de Abdelmadjid Tebboune sur le Sahara occidental, elle est faible. Moi, j'interpelle le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État, sur la position de Trump. Pourquoi la nouvelle administration? Est-ce que vous avez l'intention de changer? Je ne peux pas être... c'est pas un ami, je suis désolé. Il a pris une position. On vient de rapatrier le ministre des Affaires étrangères algérien, l'ambassadeur de Madrid, à cause de l'évolution de la position espagnole. Et on ne dit rien dans une déclaration préliminaire aussi longue sur... Je lui demande, l'administration Biden, est-ce qu'elle a l'intention de rester sur... C'est une question qu'on va évoquer. Je la cite de manière diplomatique, mais je la cite. Sur le déplacement de l'ambassade à Jérusalem, sur la nouvelle position de Trump, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, je l'interpelle sur cette question-là, etc. Si je veux être réellement en phase avec moi-même. Sinon, pourquoi on nous vend cette salade, nous créer la pression, la guerre, machin, etc. Après, quand on parle avec Blinken, on est amis de A à Z, et il y a que des... Après, on lui fait un compte-rendu. Bon, j'étais très gêné par le compte-rendu. On a d'excellents consultants sur Radio 1. Ali Harbi, ici, dans le CEU, nous a dit c'était 10 minutes de perdu. Parce que le potentiel économique de l'Algérie, tout le monde le sait, il a raison, dans le monde, tout le monde le connaît, c'est le même depuis très longtemps. Le potentiel, c'est une plateforme qui peut être irriguer le Sahel à partir d'un port-centre, l'agriculture, que sais-je, etc. Ça, c'est connu, les Américains le savent. On a besoin de parler de points précis sur lesquels il y a la demande des Américains et il y a la demande des Algériens. Voilà. Je préfère, voilà, on est dans la continuité de ce qu'on a, on dénonce
toutes les semaines ici, et à la fin, ça fait beaucoup quand Et même. ça peut rappeler le livre écrit par 2 journalistes sur le président français. Un président, ça ne devrait pas dire ça. Vous êtes d'accord? Oui, quelque part, oui. Un président doit être sur tout ce qui est stratégique pour son pays. Il n'est pas là pour faire des... À propos de cela, dans cette déclaration, il a parlé d'excédent de graines, de production de graines. On le souhaite, ça serait très bien. Et il parle d'exportation vers le Maroc, parmi les pays ici exportés vers le Maroc. Est-ce qu'il réalise qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est une bonne chose. Donc, il annonce peut-être un rapprochement qui ne dit pas son nom. Alors, le président a aussi parlé de cette entrevue de la Tunisie. Il a d'ailleurs dit grosso modo qu'on a des problèmes avec tous les pays où ça se passe mal à nos frontières, sauf avec la Tunisie dans ce contexte. Il ne nous ressemble pas, Voilà. les autres. Heureusement encore. On ne va pas être le parti unique. Sauf les Tunisiens et la Tunisie a une grosse actualité cette semaine puisque le président Kais Saïed a décidé de dissoudre le Parlement, la chambre basse, ou l'unique chambre du Parlement, 8 mois après l'avoir suspendu. Nous avons réalisé une interview il y a quelques minutes avec Lotfi Madani, journaliste algérien basé à Tunis. Au fait de tout ce qui se passe en Tunisie, je vous propose d'écouter cette courte interview. Bien, alors, est-ce que c'était une décision attendue? Oui et non. Oui, on pourrait dire oui si on remonte un petit peu depuis le printemps 2020. Kais Saïed avait commencé son bras de fer avec le Parlement et multiplié des actes de blocage du fonctionnement normal des institutions. Il avait refusé à 2 reprises de nommer un Premier ministre parmi ceux proposés par la majorité parlementaire. Il avait refusé de faire prêter serment au nouveau ministre d'un remaniement ministériel, refusé de promulguer la loi permettant de désigner les membres de la Cour constitutionnelle. Et on s'attendait à ce que, de toute façon, il déploie sa feuille de route avec, y compris, une suspension du Parlement. Alors, simplement, il ne l'a pas fait, il a gelé le Parlement selon son expression, même si rien dans la Constitution ne l'y autorisait. Mais pour lui, c'était une manière de dire d'abord qu'il restait dans la Constitution. Et 2 jours, 48 heures avant le 30 mars, avant la décision de dissoudre le Parlement, il avait, devant le Conseil de sécurité nationale, expliqué à ceux qui lui demandaient de dissoudre le Parlement, justement, qu'il ne l'avait pas fait parce que la Constitution ne l'y autorisait pas. Alors, 2 jours après, il le fait au nom d'article 72 de la Constitution. Donc, il y a évidemment une contradiction et surtout, il y a dans le timing quelque chose qui a précipité cette dissolution du Parlement. Et c'est une réaction, en fait, une réaction qui est plus liée à la psychologie du personnage qu'à un véritable agenda politique. C'est le fait que le Parlement, bien qu'il soit gelé, ait décidé de se réunir en plénière et de prononcer et de dire le Parlement a décidé de ne pas reconnaître l'ensemble des mesures exceptionnelles prises devant le 25 juillet. Donc, il a réagi de manière plus impulsive que politique. De la dissolution du Parlement, il n'y a pas eu, comme il y avait eu le 25 juillet dernier, il n'y a pas eu de foules qui sont descendues dans la rue pour applaudir cette décision. Ça a laissé, disons, plutôt indifférent la population en général. Quant à la classe politique, il y a 2 réactions. Il y a des réactions favorables à cette dissolution et des réactions évidemment hostiles à cette dissolution. Parmi les réactions favorables, on peut noter chez les partis politiques celui du Parti des Destouriens libres, c'est-à-dire le parti de Abir Moussi, qui est un peu le parti des Destouriens revisité. C'est un peu les nostalgiques de l'ère Ben Ali. On a certains petits partis qui ont soutenu Kais Saïed depuis le début, et puis on a quand même l'UGTT qui, de manière un petit peu timide, mais tout de même, a soutenu cette dissolution en disant même qu'elle arrivait un peu trop tard.
Et parmi, évidemment, les partis politiques hostiles à cette dissolution, il y a le Nahda, il y a l'ancienne majorité parlementaire, mais il y a également des partis de l'opposition démocratique, comme le parti de Tayyar, comme le parti de Takatul, le parti républicain, le Jumhuri, qui, eux, sont très attachés à la légalité constitutionnelle. Et enfin, on a une bonne partie de la société civile, des élites intellectuelles, des élites aussi du monde des affaires, qui sont plutôt hostiles à cette dissolution, parce que c'est encore une fois une autre entorse à la légalité constitutionnelle et que c'est une fuite en avant, et ni le monde des affaires, ni le monde de la rationalité que peuvent représenter les élites, et ni les partis démocratiques, évidemment, ne sont favorables à de telles entorses à la Constitution. Voilà, c'était Lotfi Madani, un petit tour de table sur ce qui se passe en Tunisie, qui est un pays voisin. Et c'est très important ce qui se passe là-bas, ça peut avoir aussi des répercussions sur nous, l'Algérie. Soubida Assoul, un mot sur cette dissolution du Parlement tunisien 8 mois après l'avoir suspendu. Écoutez, si on se réfère à ce que vient de dire M. Madani, effectivement, c'est quelque chose qui un peu met la société tunisienne elle se retrouve partagée entre deux situations. La première, c'est que Kais Saïd est quand même quelqu'un qui a été élu par le peuple, donc il a cette légitimité populaire, donc il est légitime en tant que président. Mais là où ça ne marche pas, avec tous les déboires que la coalition au Parlement, le système parlementaire qui finalement n'arrive pas à émerger dans ce pays voisin qui a quand même été géré sous le règne justement d'un pouvoir présidentiel. Hein. Il était dans le même régime qu'en Algérie et même hyper présidentiel. Il se retrouve du jour au lendemain dans un système parlementaire, mais cette transition ne s'est pas faite de manière progressive, ce qui a donné ce séisme en fait dans le fonctionnement à la fois de la société, mais aussi des institutions de l'État. Mais bien évidemment, on ne se réjouit jamais d'un blocage ou d'un putsch sur la volonté aussi populaire d'un Parlement qui a été élu aussi. Donc oui, effectivement, c'est une situation inédite, c'est une situation qui n'est pas très confortable, qui constitue quand même un certain blocage et qui mène la société tunisienne à se retrouver partagée, et ce n'est jamais positif pour le pays, pour le développement du pays. Hassan Qadi. Une séquence de plus dans les contre-révolutions. Enfin, les contre-révolutions la plus aboutie, c'est évidemment celle de Sisi, du maréchal Sisi. En Libye, c'est son ersatz, donc Haftar, qui l'a conduite, mais qui n'a pas tout à fait réussi. Pour les processus qui ont libéré, qui ont fait tomber de potentats, c'est pas le même niveau de potentat. Hein. Ben Ali, Kadhafi ou Moubarak, c'est un peu différent, ça dépend de chaque société. Et puis, il y avait la séquence tunisienne qui était plus compliquée parce qu'elle était plus enracinée, etc. Et elle s'est appuyée effectivement sur le fait que ce système d'édifice institutionnel basé sur plus de pouvoir au Parlement que de pouvoir au palais de Carthage n'est pas fonctionné. Mais il n'y a pas que cela, évidemment. On est comptable de résultats. Quand on a une partie du pouvoir, on doit délivrer des résultats, notamment du développement. Dans le cas de la Tunisie, c'est un pays dans la croissance économique, c'est beaucoup ralenti, qui ne s'est jamais remis du creux de la révolution de 2012-2013 avec les attentats terroristes. Le tourisme, on a souffert. Ensuite, il y a eu plus tard le Covid. Il ne faut jamais oublier que c'est suite à une vague d'assassinats, de morts et de mauvaise prise en charge liée au Covid, juin-juillet, qu'il y a eu le coup du 20 juillet et la suspension du Parlement. Évidemment, le Parlement a tout fait en ne réglant pas les problèmes politiques, en tombant dans une forme de symptômes de la Troisième République française pour ceux qui connaissent, ou de Quatrième République, où le pays devient ingouvernable. L'Italie, c'est même l'ADN de la vie politique italienne. Et donc, là, il y a un processus contre-révolutionnaire, tout simplement parce que les libertés sont en... Il est porté par une partie de l'opinion aujourd'hui qui demande la sécurité et qui demande du développement. C'est normal. Quand on prend le pointage de la population aujourd'hui, elle n'est pas, dans sa majorité, hostile à ce qui est en train d'arriver. Ben Ali a bénéficié de la même chose au début.
Ben Ali a bénéficié de la même chose au début, il ne faut jamais oublier. Voilà, il faut regarder 2, 3, 4, 5 ans plus tard ce que ça va donner. Je termine d'un mot. La figure de Raïs dans les espaces islamo-arabo-islamiques, comme figure politique déterminante, c'est quelque chose à laquelle il faut tordre le cou pour qu'on sorte. Est-ce que pour autant, on va aller vers un système parlementaire comme le système britannique ou le système allemand? C'est vrai qu'il faudrait regarder à 2 fois. Mais tout le pouvoir à la figure de Raïs, ça pose le problème. Ça pose le Oui, problème. mais s'il est élu démocratiquement... Non, c'est les pouvoirs dont il dispose. C'est Voilà. pas qu'ils sont élus ou pas. C'est les pouvoirs, c'est l'équilibre des pouvoirs. Celui-là n'avait pas les pouvoirs dans cette Mais constitution. il va se les Et donner. pourtant, Mais ça va se les fait une donner. différence avec d'autres Raïs qui ne sont pas élus, même si ça n'excuse pas évidemment toutes ces actions. Ça remonte, je pense qu'il faut remonter à l'origine du problème. Pendant 10 ans, il y avait un blocage du système parlementaire que les gouvernements successifs n'arrivaient pas à gérer, à régler le problème économique des Tunisiens. Et puis Kais Saïd, si vous vous souvenez, le seul programme qu'il avait, c'était de se débarrasser, comme disait De Gaulle, du pouvoir des partis. Il voulait un système présidentialiste avec un peu de parlement à côté, mais après, effectivement, il est parti entre guillemets avec de bonnes intentions, mais par la suite, les dérives dictatoriales ont commencé à l'été 2021, quand il commençait à faire passer les opposants devant des juridictions militaires. Y compris un de ses Oui, prédécesseurs, c'est le président incroyable. Monsef Marzouki aussi. Devant des juridictions militaires Ouais. sous prétexte que le système judiciaire était en congé. était Était en congé était en surtout, congé. tout à fait. Les vacances judiciaires. Et cette fois, il monte d'un cran. Il a même répété, parce que je parlais de De Gaulle, il a même répété la phrase de De Gaulle, ce n'est pas 67 ans que je commence une carrière politique. Et là, il commence plutôt. Et là, il commence effectivement à taper très fort et à arrêter tous les opposants, même si, comme on l'a dit avant, je suis pour qu'il y ait une réflexion profonde sur ces histoires-là du système parlementaire, parce que nous avons vu que Nahda, qui a eu la majorité dans la majorité des élections qui se sont produites les 10 dernières années. Sauf la dernière, mais avant, il a eu toutes les élections. Il y a eu Même Nidatou, les 2 dernières, ils n'ont pas été majoritaires. Mais de toute façon, les problèmes des Tunisiens n'ont pas été réglés. Il y a toujours un taux de chômage très élevé. Non, Il y a un majorité absolue, déficit. mais ils ont eu le plus grand nombre. Merci beaucoup. Merci Maître Assou d'être venu. Merci Hassan Qadi et merci Ali Bourlef. Avant de terminer, évidemment, en solidarité avec tous les détenus d'opinion qui sont encore très nombreux en prison. Parmi eux, 3 journalistes et plus 4 depuis la semaine dernière, puisque Abdelkrim Zrielech a été élargi. Melzouk Touati, Hassan Boras et Mohamed Moulouj. Solidarité également avec tous nos confrères du journal Liberté. Et aussi solidarité avec nos 2 confrères marocains toujours en détention. Leurs peines ont été confirmées en appel. Omar Radi et Slimane Raïsouni qui ont été transférés vers d'autres prisons et éloignés de leur famille. On se retrouve, je l'espère, mercredi prochain, le soir. À très bientôt. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Matin.